S'agissant d'André Gide, je dirais que l'amitié fut plus qu'un agrément, ce fut un système de vie qui lui permit de déclarer au soir de sa vie qu'il avait fait, je cite, « profession d'amitié », et on n'en finirait pas d'énumérer tous ceux auxquels, tout le long de sa vie, il manifesta son attachement, que ce soit sous forme de rencontres, d'échanges innombrables, de correspondances, parfois aussi d'une aide financière importante. Pourtant, ce n'était pas le désir d'obliger qui le poussait, encore moins celui de s'assurer une supériorité morale. Ce fils unique, qui était Gide, fut toujours à la recherche d'un compagnon, plus hardi que lui souvent, d'un entraîneur. Pierre Louis pour la littérature, Henri Guéon pour la vie sensuelle, plus tard Pierre Herbart pour la politique, furent quelques-uns, il y en a d'autres, de ses grands frères d'élection. Marc de Lanux, son professeur de piano, devint lui aussi un ami, sans que Gide cessât de ressentir pour lui de la vénération. La reconnaissance, chez autrui, d'une supériorité naturelle, qu'elle relève du tempérament ou de l'intellect, était pour Gide un attrait, une occasion de s'enthousiasmer, sans jalousie aucune. On le voit par exemple en 1891 réagir ainsi à la réussite de son ami et futur beau-frère Marcel Drouin, qui venait d'être reçu premier à l'École normale supérieure. 30 juillet. Je suis fier de Drouin, et son amitié m'est une des choses les plus précieuses. Je suis heureux par lui, et j'ai besoin de l'écrire. Mon cher Drouin, je suis fier de toi. À la même époque, donc vers Gide à peu près 22 ans, achevant son premier roman, Les Cahiers d'André Walter, Gide avait prévu, avec son grand ami d'alors, Pierre Louis, qui préparait lui-même un recueil de poèmes, avait prévu donc que chacun d'eux laisserait en blanc une page de son premier livre, page que l'ami remplirait. Et c'est de cette façon que, dans le grand roman qu'on évoquait, Les Faux-monnayeurs, on voit deux amis, Olivier et Bernard, enfin Olivier plus exactement, réserver à Bernard sa participation au premier numéro de la revue qu'il veut créer. On peut évoquer les conditions dans lesquelles se déroula l'enfance de Gide. Fils unique, donc, élevé par une bonne dans un grand appartement, le petit André était souvent livré à lui-même, comme le suggère ce passage de ses mémoires. Je me souviens surtout de l'antichambre, parce que je m'y tenais le plus souvent lorsque je n'étais pas à l'école ou dans ma chambre, et que maman, lasse de me voir tourner auprès d'elle, me conseillait d'aller jouer avec mon ami Pierre, c'est-à-dire tout seul. Et plus loin, parlant des camarades de jeu qu'il devait trouver plus tard, Gide ajoute dans un passage inédit de son manuscrit « Mais j'étais seul encore et demeurai seul bien longtemps ». Cette solitude, rappelons-le, fut encore accentuée par la perte de son père alors qu'il avait 11 ans. Paul Gide, justement, le père, était, on peut dire, le premier ami, le premier grand ami de son fils. Et c'est ainsi en tout cas que Gide se plaît à le présenter dans ses mémoires comme une sorte de frère idéal qui, les rares fois où il trouvait le temps de s'occuper de son fils, l'entraînait dans des jeux où l'amusement se joignait au mystère. C'est ainsi que la première image de ses mémoires, s'il en demeure, nous montre le père et le fils occupés à lancer du haut de leur balcon des espèces d'avions en papier, des Drachenpapier, qui allaient s'accrocher dans les arbres du jardin du Luxembourg. Et puis il y a ce passage évoquant des promenades qui semblent avoir le plus marqué Gide. Je cite « Certains beaux soirs d'été, quand nous n'avions pas soupé trop tard et que mon père n'avait pas trop de travail, il demandait « Mon petit ami vient-il se promener avec moi ?» Il ne m'appelait jamais autrement que son petit ami. « Vous serez raisonnable, n'est-ce pas ?» disait ma mère. « Ne rentrez pas trop tard. » J'aimais sortir avec mon père. Et comme il s'occupait de moi rarement, le peu que je faisais avec lui gardait un aspect insolite, grave et quelque peu mystérieux qui m'enchantait. Ainsi donc, enclin à chercher une présence protectrice, mais en même temps d'un naturel introverti, volontiers solitaire, le jeune Gide va développer, à l'égard des relations de camaraderie, un rapport complexe
qu'il tient à souligner également dans les premières pages de ses mémoires. On m'emmenait au Luxembourg, mais je me refusais à jouer avec les autres enfants. Je restais à l'écart, maussadement, près de ma bonne. Je considérais les jeux des autres enfants. Ils faisaient, à l'aide de seaux, des rangées de jolis pâtés de sable. Soudain, à un moment que ma bonne tournait la tête, je m'élançais et piétinais tous les pâtés. Geste que Gide commentait en ces termes, dans un passage, là encore, abandonné de son manuscrit, où on pourrait s'interroger pourquoi il l'a abandonné. Il ajoutait donc « Peut-être me poussait un furieux désir, après tout, de jouer tout de même avec les autres, et c'était eux, peut-être bien, qui n'avaient pas voulu de moi. » Attraction et répulsion, ou agressivité, s'expliquerait donc par une sensibilité excessive, un besoin de compagnonnage insatisfait et peut-être refoulé. Ainsi, juste après la figure de son père, Gide nous présente dans ses mémoires un autre ami, petit ami initiateur de son enfance, le fils de la concierge, avec lequel il partageait ce que Gide appelle pudiquement de mauvaises habitudes. Il y a donc divers types d'amis qui vont du grand frère protecteur, du mentor, pourrait-on dire, aux camarades de jeu et même aux camarades de débauche. Et donc, si l'amitié joue un rôle capital dans la formation de Gide, elle doit d'autant plus faire l'objet d'un discernement, de distinction. Ce n'est pas le tout d'aimer, encore faut-il savoir choisir ses amis. On voit effectivement, je reviens à Sylvain Granebert, le premier grand ami que Gide se choisisse, qui s'appelle François de Witt, qu'il appelle Lionel dans ses mémoires, et qui va, pendant 2 ans ou un peu plus peut-être, faire l'objet de la part de Gide d'une sorte d'attachement fidèle, un peu admiratif. Lionel, enfin François est plus âgé que lui, pour finalement aboutir à une déception le jour où Gide, le jeune Gide, s'aperçoit que son ami, au fond, eh bien, moralement, n'est pas aussi parfait, on peut dire, qu'il l'espérait. Et c'est donc ce choix d'un ami idéal va se faire plus tard avec l'entrée dans sa vie d'un personnage dont on ne parle pas suffisamment, je crois, quand on fait la biographie de Gide, un grand cousin, son aîné de 20 ans, qui s'appelle Albert Desmarais, et qui va tenir auprès de lui plusieurs années, même plusieurs dizaines, un rôle essentiel. C'est Gide qui raconte. Je me souviens avec précision du soir d'automne, où il me prit à part, après dîner, dans un coin du cabinet de mon père, tandis que mes parents jouaient au bézigue avec ma tante Desmarais et Anna. Il commença de me dire à voix basse qu'il ne voyait pas bien à quoi d'autre je m'intéressais dans la vie qu'à moi-même, que c'était là le propre des égoïstes, et que je lui faisais tout l'effet d'en être un. Albert n'avait rien d'insincère, sa réprobation n'avait rien d'hostile. Au contraire, je sentais qu'elle n'était vive qu'en raison de sa sympathie. C'est ce qui me la rendait pressante. Jamais encore on ne m'avait parlé ainsi. Les paroles d'Albert pénétraient en moi à une profondeur dont il ne se doutait certes pas, et que moi-même je ne pus sonder que plus tard. Ce que j'aime le moins dans l'ami, d'ordinaire, c'est l'indulgence. Albert n'était pas indulgent. On pouvait, au besoin près de lui, trouver des armes contre soi-même, et sans trop le savoir, j'en cherchais. Pour autant, Gide ne se contenta pas de quelques relations privilégiées. Il s'efforça, au contraire, de faire de chacune de ces relations un point de départ vers d'autres, et de les joindre les unes aux autres afin de créer des réseaux dont il serait lui-même comme le centre de gravité. On peut songer, au fil de toutes les photos qui sont exposées ici, à ce tissu de relations qui s'est noué, par exemple, à partir de Pierre-Louis, la rencontre avec Paul Valéry et avec Maurice Quillot, autre ami important un peu oublié, ou bien à partir de Guéon, la rencontre avec les Van Rijsselbergh, qui va entraîner la rencontre avec les Mayrisch, ou bien encore Paul Albert Laurence, le compagnon avec lequel il part en Algérie, qui va lui faire rencontrer la famille Rouard,
et de là Francis Jammes, puis Rosenberg. Bon, c'est comme ça un phénomène, on peut dire, d'accumulation de boules de neige, où le premier ami ne perd pas d'importance si d'autres viennent se greffer autour de lui. Il faut dire que l'intérêt que Gide prenait à constituer ce réseau, c'est qu'une chose le tentait beaucoup, il l'a répété souvent, c'était d'être un homme d'influence. Et qu'au centre de ces réseaux, s'il n'exerçait pas un pouvoir, il pouvait tout de même exercer un rôle, incliner ses amis dans une orientation que lui-même n'osait pas forcément expérimenter. Et on peut penser par exemple que c'est ainsi qu'il conçut l'activité littéraire elle-même comme un prolongement de sa vie relationnelle, comme le réseau par excellence, celui qu'il constitua d'abord autour de la revue belge, de la revue belge qui s'appelait Hanté, la revue créée par Christian Beck, puis bien sûr ensuite au sein de la NRF, où il allait rassembler ses grands amis de l'époque, Guéon, Jacques Copeau, Jean Schlumberger, Marcel Drouin, André Reuters. Autrement dit, lui qui avait jeté l'anathème sur la famille, je vous aime, s'efforça toute sa vie d'en reconstituer de nouvelles en fonction de similitudes de goût, d'intérêt intellectuel. Par exemple, avant la guerre de 14, autour de 1900-1910, on entreprend, autour de Gide, de constituer la famille des Dostoïevskiens. On se reconnaît si on a lu Dostoïevski, et c'est presque un test. Si l'autre vous répond que oui, il a lu Dostoïevski, là, il est digne d'entrer dans le petit cercle des amis. Bon, il y a une forme d'élitisme, bien sûr, dans cela. Il y a aussi, on ne peut pas le négliger, ça a été très important toute la vie de Gide, il y a les affinités de mœurs. Et on est bien obligé de reconnaître que parmi la longue série des amitiés gidiennes, beaucoup, effectivement, partageaient ces penchants, soit de façon avouée, soit de façon, quelquefois, refoulée. Mais si j'énumère, pour ne citer que les plus importants, Henri Guéon, Rouard, Rosenberg, Jeff Last, Pierre Herbart, Jean Schlumberger, Alibert, et même, à un certain niveau, Roger Martin Dugard, on voit que cette affinité-là, ce cercle d'amitié-là aussi, comptait énormément. Par ailleurs, il faut dire que l'amitié pour Gide n'est pas simplement un vain mot, elle se prouve en agissant. C'est-à-dire qu'il faut soit organiser des réunions, ça sera à la Roque en particulier au début, quelquefois à Cuverville, mais là c'est plus difficile, Madeleine n'est pas toujours à même de supporter la fatigue de toutes ces rencontres. Il y a aussi des voyages, bien sûr, quitte à prendre d'ailleurs à sa charge les frais d'un ami moins fortuné, ça arrivera à Gide, quelquefois d'ailleurs aidé aussi par Ali Mayrisch, quand il s'agit d'emmener Guéon en Turquie, ou encore de se consacrer à des œuvres. On voit par exemple Gide, au fond, fonder véritablement son amitié avec la petite dame à l'occasion de leur cohabitation, de leur travail mutuel au sein du foyer franco-belge en 1914-1915. Et on voit bien aussi que le compagnonnage de Gide avec le Parti communiste, plus tard, s'adressait bien plus, je crois, aux camarades qu'au parti. Cette stratégie donc de l'amitié, on peut l'appeler telle, correspondait chez lui à une conviction à la fois égoïste et noble. L'idée qu'en s'attachant ainsi au plus grand nombre possible de personnes différentes par le caractère, par les idées, eh bien, il aidait au développement de toutes les possibilités insoupçonnées de sa propre personne. L'ami n'était pas pour lui un miroir complaisant, mais l'éveilleur d'une attitude qu'il n'aurait peut-être pas su adopter de lui-même. Gide, d'ailleurs, qui avait établi une théorie de l'influence en littérature, la pratiquait sur le plan des relations humaines, comme il l'écrit dans un texte des Lettres à Angèle. C'est plus tard, à propos de ses amis. J'éprouvais par eux, mes amis, la vérité de cette boutade de Nietzsche. Tout artiste n'a pas seulement à sa disposition sa propre intelligence, mais aussi celle de ses amis. Tout en comprenant moins bien que chacun d'eux prit à part
ce que celui-ci comprenait le mieux, il me semblait que je les comprenais tous à la fois et que du carrefour où je me tenais, mon regard plongeait à travers eux, circulairement, vers les perspectives diverses que me découvraient leurs propos. Cela n'allait pas d'ailleurs sans l'acceptation d'une certaine discipline. Gide a toujours été protestant d'éducation, admettant donc qu'on use envers lui de la même franchise qu'il souhaitait pratiquer à l'égard d'autrui. C'est ainsi qu'on le voit écouter les critiques extrêmement acerbes d'Albert Desmarais, quand il lui fait lire son premier roman, Les Cahiers d'André Walter, ou que plus tard, il écoute avec le même calme les critiques très franches de Roger Martin Dugard ou de La Petite Dame, chaque fois qu'il représente ses nouveaux écrits. La Petite Dame n'hésitant pas à lui dire « c'est mauvais, rangez-le ». Et lui, jamais ne se vexant. En contrepartie, et là c'était plus difficile, plus dangereux, il trouvait naturel de s'exprimer avec la même franchise à l'égard de ses amis, que ce soit dans son journal ou dans ses mémoires. L'inconvénient à ce moment-là étant que ses jugements, par la suite, étaient publiés. Par exemple, à l'époque où il préparait Les Faux-monnayeurs, il notait dans Si le grain ne meurt le portrait souvent cruel qu'il faisait d'amis de sa jeunesse. Et il s'expliquait ainsi: il n'est pas un de mes amis dont, si j'en traçais le portrait, je ne paraîtrais dire du mal. L'amour peut être aveugle, l'amitié point. Elle se doit de ne point l'être. Et l'on peut aller jusqu'à aimer les défauts d'un ami, mais pour l'aider à les connaître. Qu'ai-je à faire d'une amitié sans clairvoyance? La haine de la complaisance, je la veux porter jusque-là. Mais aussi donc l'exigence que j'ai déjà évoquée de la part de Gide de se découvrir lui-même. S'il cherchait des amis différents de lui, s'il acceptait volontiers leurs critiques, leurs avis divergents, en définitive, il tenait à ce que tout cela l'aide à révéler sa vérité première. Aussi, et ça n'est pas de l'incohérence, c'est une logique typiquement gidienne, chaque fois qu'il eut à prendre une décision qui engageait sa personne et l'image qu'il voulait en donner, Gide se décida finalement tout seul, reprochant même à ses amis de le retenir dans la voie qu'il s'était tracée. Par exemple, et c'est le plus bel exemple, lorsqu'il s'agit de savoir s'il était bon de publier Coridon, c'est-à-dire son apologie de l'homosexualité, Gide dut affronter les mises en garde de nombre de son entourage, du Schlumberger et surtout Marcel Drouin, son frère, qui l'obligea à un moment à suspendre la publication. Le 16 décembre 1917, Gide note dans son journal: « J'en veux à Marcel Drouin de m'avoir arrêté dans mon travail au moment que la pâte était chaude. Je me redis le mot d'Ibsen. Les amis sont à craindre, non point tant par ce qu'ils vous font faire que par ce qu'ils vous empêchent de faire. » Et en 1922, lorsqu'il va publier Coridon, il décidera de faire figurer cette citation dans sa préface. Quelques années plus tard, revenant sur cette idée, dans une étude consacrée à Montaigne, il écrit « Si belle qu'ait été cette amitié pour la Boétie, on peut douter si peut-être elle ne contraignit pas un peu Montaigne, se demander quel il aurait été s'il n'avait pas rencontré la Boétie. » C'est donc un peu une théorie compliquée, mais avec Gide, rien n'est simple, une théorie de l'amitié qu'on devrait finir par établir. À ce goût des fraternités complices, du travail en équipe, il faut ajouter le souci constant d'établir des relations authentiques, hors de toute convention mondaine. Gide a toujours répété combien il était gauche en société, et les amitiés de façade qu'entretenait le salon littéraire aux environs de 1900 avaient tout pour le faire fuir. Fidèle en amitié, il le fut souvent en dépit des rebuffades de certains, de l'incompréhension de quelques autres, comme Paul Valéry,
à propos de qui il pouvait écrire en 1931 « Je ne sais trop comment a pu se maintenir dans le cœur plutôt que dans l'esprit de Valérie une amitié pour moi si véritable et dont il m'a donné autant d'occasions de ne pas douter que de ne pas douter non plus de son incompréhension. » Donc, souci d'authenticité toujours, qui l'amène à dédaigner beaucoup de relations qui pourraient lui être utiles et à rester fidèle à d'autres dont on peut se demander quelquefois s'il ne les conserve pas par masochisme. Je pense en particulier à son ami Eugène Rouard. Si on s'avise de lire la grosse correspondance entre Gide et Rouard, à l'époque de l'affaire Dreyfus, on voit Rouard, qui lui est de droite, qui est anti-Dreyfusard, catholique, mais écrire à Gide des lettres mais qui sont épouvantables, où il traite les protestants et les juifs, mais vraiment de toutes les horreurs, et Gide encaisse, je ne dirais pas imperturbable, mais comme si au fond, par-delà cela, il savait que profondément, Rouard reste quand même quelqu'un qui mérite d'être son ami. Pourtant, aux environs de 1920, on peut dire que Gide avait vu nombre de grandes amitiés de sa jeunesse se défaire. Gide s'est brouillé avec beaucoup de gens. Il faudrait peut-être dire plutôt, beaucoup de gens se sont brouillés avec Gide. À part Pierre Louis, qui je crois est le seul avec lequel il est volontairement rompu, au bout d'un nombre considérable de farces, de plaisanteries que Louis lui avait fait subir, on peut voir que quand Gide perd Francis Jammes ou Henri de Régnier, c'est surtout à cause de vanité littéraire froissée. Quand il perd Claudel, c'est bien sûr la religion et la censure des mœurs qui s'est imposée. Quand il perd Henri Guéon, c'est la conversion de Guéon qui en est cause. Donc il y a comme ça un certain nombre de défections dont il va souffrir, mais dont il ne pouvait pas se considérer comme responsable. Pourtant, il y a eu au moins un ami, et là je vais revenir un peu en arrière, dont il a peu parlé, au moins directement, envers lequel il put se reprocher longtemps de s'être mal conduit, au point d'exprimer un écho de son remords à travers certaines œuvres, et en particulier dans Les Faux-monnayeurs. Cet ami s'appelle Émile Ambressin, fils de pasteur, adolescent douloureux et agressif, que Gide nomme Armand Bavretel dans ses mémoires, et qui finit, aux environs de sa 25e année, par se suicider, quelques mois après avoir eu avec Gide une discussion capitale sur le suicide. C'est Gide qui raconte dans ses mémoires. Il me semble bien me souvenir qu'il me demanda brusquement ce que je pensais du suicide, et qu'alors, le regardant dans mes yeux, je répondis que dans certains cas, le suicide me paraissait louable, avec un cynisme dont en ce temps j'étais bien capable. Mais je ne suis pas certain de ne pas avoir imaginé tout cela par la suite, à force de remuer dans ma tête ce dernier entretien. J'y repensais particulièrement lorsque, à quelques années de là, je reçus le faire-part de la mort d'Armand. Or, Gide fait semblant de douter de la réalité de cette conversation, et pourtant, il y a une chose dont on ne peut pas douter, c'est de sa mauvaise conscience, la preuve étant que, sur son manuscrit, il n'avait pas écrit quelques années, mais quelques mois, et qu'il a donc par la suite remplacé mois par année, comme pour gommer sa probable responsabilité. Et de fait, si on vient au roman Les Faux-monnayeurs, on voit que ce livre s'emploie à évoquer ce souvenir tout en le morcelant en 3 épisodes distincts. Bon, là, si vous n'avez pas Les Faux-monnayeurs en tête, c'est difficile de résumer en peu de mots. Disons que si le personnage qui s'appelle Armand Vedel dans le roman est bien l'Armand des mémoires, porteur des mêmes angoisses et du même dégoût de soi, c'est devant son ami Olivier que Bernard va faire l'éloge du suicide. Et c'est finalement un 3e personnage, le petit Boris, qui se laissera pousser jusqu'à l'acte fatal. Autrement dit, l'impression que Gide à la fois éprouve le besoin d'évoquer ce remords et en même temps de déplacer les éléments de l'histoire et
au fond, d'atténuer sa propre responsabilité. Il n'en reste pas moins, et là, il faudrait reprendre tout le livre, et pas ce soir, rassurez-vous, on pourrait considérer que Les Faux Monnayeurs, dans leur ensemble, apparaît comme le roman d'une amitié manquée. Du coup, il n'est pas forcément étonnant de constater que l'amitié, dans l'œuvre de Gide, est à la fois un fil conducteur important et en même temps un fil conducteur problématique. L'amitié est au centre de sa vie. Dans son œuvre, elle est sans cesse une source d'interrogation ou de conflit. Bon, on voit par exemple, déjà, de ses premières œuvres jusqu'aux suivantes, bon, le goût du groupement. Dans le voyage d'Urien, le héros, Urien, s'embarque pour une sorte de quête de la toison d'or, pourrait-on dire, en compagnie d'une vingtaine ou d'une trentaine d'amis, qui vont progressivement se restreindre jusqu'à n'être plus qu'un tout petit nombre, aux alentours de 7. Bon. Mais on sent bien que ce groupement, au fond, ne sert à rien, que c'est autant d'individualités qui ne s'entraident pas vraiment et qui sont appelées à se dissoudre les unes les autres. Ensuite, on voit l'immoraliste démarrer d'une façon, on se demande s'il faut la prendre au sérieux, un peu comme démarrait, je dirais pas, 20 ans après d'Alexandre Dumas. C'est-à-dire que Michel, le héros, a eu à l'époque du collège 3 amis fidèles et une sorte de pacte avait été conclu entre eux, un peu comme les 3 mousquetaires, n'est-ce pas? Et Michel raconte qu'il était convenu qu'entre eux, si jamais l'un d'eux avait quelque chose, un drame dans sa vie, il n'avait qu'à faire appel et les autres, où qu'ils soient sur cette terre, accourraient. Bon. Et donc Michel, ayant lancé son cri, les autres, abandonnant tout, arrivent en Algérie retrouver Michel pour écouter son récit. Est-ce que vraiment Gide veut nous faire prendre cela au sérieux? On peut en douter un petit peu. Et puis alors, on arrive comme ça aux caves du Vatican ou aux Faux Monnayeurs, que j'évoquais déjà, où on s'aperçoit que s'il y a encore des amis, leur rôle est de plus en plus inquiétant. Que le grand ami de Lafcadio dans les caves du Vatican s'appelle Protos, et que ce grand ami va se révéler finalement un horrible maître chanteur qui est peut-être au fond le pire ennemi de Lafcadio. Et dans Les Faux Monnayeurs, j'y reviendrai encore, mais le groupement amical que les jeunes lycéens constituent entre eux, qui s'appelle la confrérie des hommes forts, n'a d'autre but que d'organiser le suicide de l'un d'entre eux. Donc il y a comme ça quelque chose d'un peu inquiétant dans la pratique de l'amitié dans l'œuvre de Gide, sur laquelle se greffent, je dirais, d'autres aspects auxquels je donne des noms un peu provisoires, qui seraient peut-être à reprendre. Il y a par exemple ce que je pourrais appeler le complexe de Caïn. C'est-à-dire que le besoin d'un frère, si souvent exprimé dans l'univers gidien, eh bien, se manifeste parfois de façon conflictuelle, comme si ce besoin s'accompagnait d'un sentiment de culpabilité, exacerbé parfois en autopunition masochiste. Je vous explique ça tout de suite. Dans une pièce de théâtre, Le Roi Candole, Gide nous présente un roi qui, ayant tout pour être heureux, désire que ce bonheur soit partagé par le plus pauvre de ses sujets, un pêcheur nommé Gigès, et il va donc l'inviter à la cour, le couvrir de biens, en faire son ami, et en faire tellement son alter ego, qu'il va finir par lui fournir sa place dans le lit de sa femme, Nicia. Nicia, le lendemain, s'apercevra de la substitution, va exiger de Gigès qu'il la venge, qu'il tue Candole, ce qu'il va faire, et Candole, expirant, aura ses derniers mots à l'égard de son meurtrier. Non, pardon, excusez-moi, c'est Gigès, le meurtrier, qui va, à l'égard de sa victime, avoir ces mots: Candole, mon ami. On ne tue bien que ce qu'on aime, dit Giraudoux, c'est déjà ce que chez Gide, semble-t-il, les amis pratiquent entre eux. Ce genre de situation, on peut le retrouver, alors ça m'a toujours un peu paru curieux, mais dans un roman aussi peu, enfin beaucoup moins dramatique, pas du tout
tout sanglant, comme la porte étroite, le narrateur Jérôme a un ami qui s'appelle Abel. Et c'est un peu sur les incitations de Jérôme, enfin par son entremise, que Abel va tomber amoureux de Juliette, la sœur d'Alissa, et s'imaginer un moment qu'il peut trouver là son bonheur. Et lorsque Abel va découvrir qu'en fait Juliette ne l'aime pas, et c'est Jérôme qu'elle aime, bon, Jérôme voit Abel voit s'effondrer autour de lui son existence, et Jérôme le prend dans ses bras en disant « Mon pauvre frère ». Le frère d'Abel, comment s'appelle-t-il? Toujours peut-être un peu ce complexe de Caïn, d'une action coupable, tout simplement. Parallèlement, autre figure, un peu voisine de la première, j'y dirais bien, c'est de Méphisto. L'ami, ça peut être effectivement l'âme damnée. Dans l'Immoraliste, le grand ami de Michel, à part les trois autres qu'il a convoqués, s'appelle Ménalque. Dès que Michel rencontre Ménalque, il s'approche, l'embrasse amicalement devant tous. Et de cette amitié, que va-t-il retirer? Sinon le sentiment qu'il a raté sa propre existence et se transformer finalement en une espèce de fanatique du culte du moi, sacrifiant tour à tour sa propriété, sa situation et enfin sa femme. De la même façon, on vient de le voir, Lafcadio, par rapport à Protos, se trouve sous le coup d'une sorte d'emprise maléfique. Et enfin, dans les Faux-monnayeurs, ce personnage maléfique, il se nomme Strouvilou, et on peut dire que c'est une sorte de réincarnation du diable, qui va en quelque sorte déléguer ses pouvoirs à d'autres personnages qui vont jouer la comédie de l'amitié pour amener le petit Maurice, finalement, à se suicider. Donc, voilà un portrait, un tableau un peu contrasté que je viens d'établir. On peut avoir l'impression, effectivement, que Gide, au fond, homme simple en amitié, ne cherchant au fond que des relations nombreuses et toujours enrichissantes, eh bien, dans le fond de son cœur, dans son œuvre, n'est pas capable d'en donner un reflet. Il me semble qu'à cela, on peut proposer deux explications. D'abord, la première, qui me fait sortir un peu de notre sujet, c'est que dans la fiction romanesque, les amitiés chez Gide échouent parce qu'au fond, elles dessinent en creux la seule vraie amitié qui vaille, et qui est l'amitié qu'il appelle grecque. Bon, c'est-à-dire que dans les Faux-monnayeurs, le seul qui se réussisse véritablement un tandem, un duo, un couple, c'est Édouard avec Olivier. Cette chose-là, Gide la pense depuis longtemps, mais ne l'a pas encore osé dire, et on peut dire que l'amitié parfaite, pour lui, c'est cette amitié-là. Celle qui, d'ailleurs, passait le temps, je le signale en parenthèse, des relations sensuelles, amoureuses, a fait de Marc Allégret probablement le meilleur et le plus fidèle ami de Gide jusqu'à sa mort. Sur ce plan-là, on peut dire qu'il a parfaitement réussi son ambition. Mais il y a peut-être autre chose. Alors, si on remarque que, en dehors de toutes ces relations masculines que j'ai évoquées, eh bien, il y avait peut-être pour Gide une autre façon de faire l'amitié, avec des personnes vis-à-vis desquelles ils ne se sentent ni en situation de désir, ni en situation de rivalité, de conflit professionnel, par exemple. Ces amitiés, ce sont les amitiés féminines. Et on pourrait remarquer que les premiers amis de Gide furent des amis, c'est-à-dire les trois cousines, dont l'une allait devenir sa femme, mais qui étaient pour elle véritablement sa famille d'élection, à un tel point que lorsque son père vient à mourir, bien sûr Gide n'a que 11 ans, mais il va préférer ne pas suivre le cortège funèbre pour rester avec ses cousines. Et on peut aussi se dire que si, au fond, dans son esprit, la réussite amicale peut-être la plus belle qu'il aurait pu faire, naïvement, si justement il n'avait pas eu une autre vie à mener en parallèle, c'eût été son compagnonnage avec Madeleine, sa grande amie de tête, de cœur aussi, mais pas de corps évidemment. Et donc, si
je reviens à cette idée, on peut s'apercevoir qu'effectivement, parmi ces relations, il y a au moins deux femmes qui, n'ayant vis-à-vis de Gide que des sentiments d'admiration, d'affection, mais sûrement pas d'amour, ont pu développer avec lui une relation qu'on peut considérer comme une sorte d'amitié parfaite. Ces deux-là, vous les avez devinés, bon, l'une est belge, l'autre est luxembourgeoise, c'est Maria von Reisenberg et c'est Aline Mayerich. Je pense que Franck Vilaine reviendra sur la seconde dans une semaine, donc je ne m'attarderai pas trop sur ce point, mais on peut voir qu'il y avait là, entre Gide et ces deux femmes, déjà le sens d'une complicité dans une clandestinité partagée. Chacune et chacun avait sa vie cachée, on peut dire, et cela faisait déjà entre eux une forme de signe de ralliement. Tous avaient aussi, enfin tous les trois, partageaient, je dirais, le même culte de l'art, de la littérature, des voyages. Bon, il y avait bref suffisamment de sujets de communion pour qu'ils ne cessent de se rencontrer et de renouveler des sujets de rencontre. Vers la fin vers 1900, enfin à l'époque de la guerre, je me souviens d'un passage d'une lettre de Gide à Aline Mayerich où il évoque tous les pays qu'ils ont vus ensemble. Je ne peux pas vous revoir sans penser à l'Italie, à l'Afrique, à la Turquie. Ah, que n'ai-je vu la Chine avec vous. Bon. Donc il y a comme ça cette forme de complicité qui va finalement les amener à réussir, à eux trois, eh bien, à construire une nouvelle famille en différents lieux que je résume ici. Il y a une première tentative dont vous trouverez dans 2 mois à peu près la confirmation par la publication d'un texte inédit de la petite dame. C'est lorsque les von Reisenberg, à Paris, en 1914, vont faire de leur maison, de la rue Laugier, qu'on appelle le Laugier,